les retours d'expérience qui vont venir illustrer toute la première partie, hein, toute cette présentation et cette échelle que vous venez de décrire. Donc, vous allez dans un premier temps assister à 2 témoignages d'acteurs qui vont chercher la participation des usagers dans le déploiement de leur projet. On va débuter avec la maison des usagers de l'EPSM de Bretagne Sud, avec Madame Gall, qui est directrice adjointe de l'EPSM et qui va, au travers de son propos, sur ce dispositif qu'on connaît bien, hein, parce qu'on l'a soutenu lors de sa création, qui va venir illustrer donc le premier degré de l'échelle de l'engagement, tout ce qui traite de l'échange et de l'information. Madame Gall, c'est à vous et un grand merci à vous et à Madame Renoir pour votre contribution ce matin à nos travaux et réflexions. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que ma voix est un peu éraillée ce matin. Je me présente, donc je suis Virginie Gall, je suis directrice adjointe de l'EPSM Sud-Bretagne. Donc c'est l'EPSM qui prend en charge l'ensemble de la population de l'ouest du territoire morbihanais dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, à peu près 12 000 patients par an. Et donc, mon propos aujourd'hui a trait au fonctionnement de notre maison des usagers, qu'on appelle la cabane. Voilà, je vous expliquerai pourquoi. Donc, dans l'exercice de ce matin, l'enjeu était d'illustrer le volet information de cette association des usagers, en l'occurrence des associations d'usagers et de patients. Sachant qu'on travaille aussi avec d'autres modalités, hein, mais voilà, que j'aurai peut-être l'occasion d'évoquer plus tard. Les associations, on les voit comme des acteurs importants pour nous, au sens où elles interviennent en amont des prises en charge, souvent permettant du repérage, des orientations vers le système de santé, notamment dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale. Elles interviennent aussi en aval, au sens où elles proposent aux patients un étayage, aux familles également, avec une dynamique qui s'approche de la pérédance. Et puis, bien sûr, pendant les soins, elles peuvent parfois venir en appui, notamment quand on peut être en difficulté. Notre maison des usagers, elle existe depuis 2015, donc elle est relativement ancienne. Il y a des maisons des usagers dans beaucoup d'hôpitaux, hein. Je ne suis pas plus légitime qu'un collègue à vous présenter ça aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, je vais y revenir, hein, notre maison des usagers et pas forcément celle qui a le plus d'activité. Si on la compare à d'autres maisons des usagers de Bretagne, on a eu l'occasion, hasard du calendrier, la semaine passée, d'avoir un échange sous l'égide de la maison des usagers Plouguer-Nével, et on se rend bien compte que, voilà, en fonction des structurations des hôpitaux, les maisons des usagers ont plus ou moins de flux de patients ou de familles qui viennent aux permanences. Donc, une maison des usagers, c'est quoi, hein? C'est un lieu dans lequel on va organiser des permanences avec les associations avec lesquelles on travaille. J'avais vu tout à l'heure dans la conversation une question autour de l'aspect juridique. Alors effectivement, on passe des conventions avec chacune des associations qui viennent à la maison des usagers, mais les conventions, c'est surtout le moyen de sceller un accord, hein. Il n'y a aucune comment dire, volonté d'imposer un modèle ou un autre à une association qui voudrait travailler avec nous. On s'adapte et que ce soit sur la fréquence des permanences ou leurs horaires, ou voilà, on reste ouvert, et la convention, c'est vraiment ce qui scelle l'accord qu'on a trouvé, et en aucun cas un moyen de venir rigidifier les choses. Donc, notre maison des usagers, comme toutes les autres, c'est un lieu de soutien et d'entraide qui va permettre à l'ensemble des personnes qui se rendent en permanence d'échanger avec des acteurs du monde associatif qui vont pouvoir avoir eux aussi connu la pathologie, soit en tant qu'aidant, soit en tant que patient. C'est donc bénéficier d'une écoute et qui va être plus adaptée. C'est un moyen pour les patients de sortir de l'isolement, notamment dans le champ de la psychiatrie. Ça peut être encore plus important peut-être que dans d'autres champs. On travaille aussi au sein de notre maison des usagers, lorsque c'est pertinent, à orienter les patients vers des groupes d'entraide mutuelle, en se disant qu'à la sortie de l'hôpital, notamment, ça peut être un appui important. C'est aussi un lieu où peuvent s'organiser des groupes de parole où
dans d'autres situations, la possibilité de renvoyer vers des groupes de parole qui ont lieu à l'extérieur des murs de l'hôpital, mais qui donneront un rendez-vous quelque part à la personne qui, à un moment donné, quittera nos murs et puis peut-être même voudra s'investir dans le champ associatif. Cette maison des usagers, c'est aussi un lieu d'information et de droit. C'est vrai que dans le champ de la psychiatrie, certains patients peuvent être amenés à être hospitalisés sous contrainte, par exemple, et avoir beaucoup de questions autour de ça. Donc, mais d'autres questions peuvent émaner. Ce lieu, c'est le moyen d'y répondre, en plus, bien sûr, de ce que les unités de soins peuvent apporter comme élément. Et puis, on y fait aussi de la promotion à la santé, alors avec des événements autour de... Voilà, où on va pouvoir intervenir sur une thématique ou une autre. Hein. Voilà, tout récemment, on a notamment eu une intervention sur les risques du tabac et les différentes possibilités pour se sevrer d'une addiction au tabac. Donc, on a aussi ce rôle qui est joué par la maison des usagers assez classiquement. Voilà, encore une fois, comme dans beaucoup de maisons des usagers, des hôpitaux. Alors, ce qu'on a voulu faire en 2021-22, c'était de redynamiser cette maison des usagers, parce que notre maison des usagers, elle est sur le site principal de l'hôpital, c'est-à-dire le site où on a les hospitalisations. Notre établissement, c'est un site principal où on a environ 1700 hospitalisations par an et 21 sites de prise en charge en ambulatoire qui sont répartis sur l'ensemble du territoire pour être au plus proche des lieux de vie des patients. Et cette organisation faisait que, globalement, on avait très peu de passages sur les permanences des bénévoles associatifs qui nous remontaient, en fait, à ce temps passé à attendre l'arrivée de patients, de familles, de proches aidants dans ce lieu qu'est la maison des usagers. Et donc, une des idées de ma prédécesseur, hein, puisque je n'étais pas dans l'établissement à ce moment-là, a été de répondre à un appel à projet pour relocaliser ce lieu au centre de notre site. Donc en 2022, il y a eu un COPIL qui a été mis en place hein, avec donc, ma prédécesseur et les associations d'usagers qui effectuaient des permanences à la maison des usagers. Et il a été décidé concrètement où on allait installer un nouveau local, donc avec l'installation d'un module type chalet en bois au cœur de l'hôpital, à proximité de la cafétéria de l'hôpital où on a globalement pas mal de passages en journée. Et le choix du mot la cabane a été fait suite à un sondage avec un patient qui a défendu cette proposition voilà, qui a été relativement bien accueillie puisqu'elle faisait écho au mode de construction du bâtiment. Donc en 2021-22, on a eu toute cette réflexion-là au sein de l'EPSM Sud-Bretagne. Néanmoins, on n'arrête pas parce que malgré tout, malgré la relocalisation de ce site au cœur de l'hôpital, donc qui est clairement plus facile à trouver, on n'a pas autant de passages sur nos permanences qu'on le souhaiterait. Donc on a réactivé, à ma prise de poste, j'ai réactivé le comité de pilotage avec les associations hein, qui continuent de nous aider pour faire vivre cette maison des usagers, que j'ai nommé hein, sur le diaporama. On a bien sûr l'UNAFAM, on a le GEM, l'Escale, on a Entraide Addict, Soutien Addict Bon, Alcoolique Anonyme, et puis on a le partenariat de l'ADAPI également, qui ne fait pas de permanence, mais qui nous soutient dans la démarche. On a à nouveau brainstormé hein, pour essayer d'aller plus loin en se disant que probablement qu'on n'avait pas tout mis en place pour que cette maison des usagers puisse vraiment être bénéfique au plus grand nombre de patients, de familles, de proches. On a retravaillé le planning. Alors, je vous en ai mis un modèle sur le diaporama. Alors, c'est peut-être pas tout à fait visible, mais l'idée était de dire que de raisonner en permanence le premier lundi de chaque mois de telle association, le deuxième jeudi de chaque mois de telle autre, c'était pas forcément le vocable le plus simple à comprendre pour la population qu'on accueille. Donc, on a retravaillé quelque chose de plus visuel, qu'on édite chaque mois, qu'on affiche chaque mois et qu'on communique par des vecteurs assez classiques
sur notre site internet notamment. On a également mis une boîte à idées pour essayer de prendre les bonnes idées des patients, des familles. On a soutenu des initiatives et notamment l'initiative du GEM d'organiser une fois par mois une activité autour d'une activité de loisir, hein, de type jeu de société ou karaoké, pour pouvoir, encore une fois, au-delà d'assurer une permanence, proposer quelque part une activité à des patients qui parfois sont hospitalisés au long cours. On sait qu'être hospitalisé, c'est aussi être soumis à l'épreuve de l'attente, d'une certaine forme d'ennui. Et donc, on y répondait. Et puis, avec tout l'intérêt aussi de montrer pour cette association ce qu'elle propose à l'extérieur des murs de l'hôpital. Donc, il y a quelque chose d'assez cohérent. On a également partagé les pratiques des bénévoles parce que finalement, les différentes associations, elles venaient sur des temps différents assurer des permanences. Elles n'avaient pas forcément toutes exactement la même manière de procéder. Donc, ce partage d'informations, après, chacune d'entre elles s'en saisit ou pas, mais on l'a orchestré avec notamment l'idée d'aller se présenter à la cafétéria, encore une fois, qui regroupe un maximum de personnes à intenter sur le site pour venir dire très clairement, oralement, que la permanence ouvre. Ça s'est avéré pour certaines associations très bénéfique parce que les personnes, du coup, avaient l'information et tout de suite s'en saisissaient. Donc d'autres associations ont pris cette pratique et l'ont expérimentée. On a des visites qui sont en cours dans les unités, puisqu'on se rend compte aussi qu'un des moyens de faire venir des patients, des familles vers la maison des usagers, c'est que les soignants fassent la promotion de cet outil qu'on leur propose. Et voilà, les soignants n'ont pas forcément encore tous cette culture-là. Alors, c'est très variable d'un secteur à l'autre et d'une personne à l'autre, bien entendu, mais on a encore un travail à faire. Donc, on va présenter l'ensemble des associations au fil de l'année dans les différents pavillons pour qu'il y ait des rencontres qui se passent et que nos soignants soient aussi là pour communiquer sur cette maison des usagers, ses missions et finalement ce que peut y trouver un usager de l'établissement. Et puis on a organisé là tout récemment, lors de la semaine d'information en santé mentale, un forum des usagers qui a plutôt bien fonctionné puisqu'on a eu pas mal de passages, là aussi pour créer un événement, recommuniquer sur l'existence de cette maison des usagers, recommuniquer sur les associations qui interviennent. Ça s'est plutôt très bien passé et tout ça s'est fait dans un esprit vraiment positif puisque c'était une vraie attente de ces associations avec lesquelles on travaille. Mais néanmoins, voilà, faut qu'on pense à l'avenir et donc aujourd'hui, on réfléchit à délocaliser peut-être certaines permanences sur un site ambulatoire qu'on va construire à horizon 2028 dans la ville de Lorient, site sur lequel on va regrouper notre offre ambulatoire adulte de Lorient-Lanester. L'idée étant que voilà, on puisse aussi ouvrir plus facilement, faciliter l'accès de la maison des usagers à la patientèle prise en charge en ambulatoire exclusivement et qui donc ne fréquente pas, en tout cas naturellement, le site sur lequel est notre maison des usagers aujourd'hui, puisque comme je vous le disais, elle est sur le site principal, lieu des hospitalisations. Concrètement, ce qu'on peut dire de ces travaux, on a ce frein qui est lié au caractère multisite de notre établissement. Encore une fois, quand on échange avec des établissements dits médecine, chirurgie obstétrique, plutôt des gros bâtiments qui regroupent et de l'activité d'hospitalisation et de l'activité de consultation, on a des flux beaucoup plus importants et sans doute, voilà, c'est plus simple de penser des maisons des usagers à proximité de halls d'accueil, de bâtiments monoblocs. C'est beaucoup plus compliqué en psychiatrie avec souvent le choix fait historique pavillonnaire et en plus tourné vers la cité, donc multisite. On a l'autre frein que j'évoquais juste avant, c'est la perception de l'association des usagers, l'association de patients par les soignants eux-mêmes, même si tout ça évolue, on n'a pas encore une adhésion totale ou une prise de conscience, je dirais, totale de l'ensemble des soignants que les associations sont là pour les aider aussi à partir du moment où elles vont créer du lien finalement avec les patients, avec leurs familles, ce d'autant plus que
parfois, ce lien, il est un peu altéré par la difficulté de la maladie psychique et la difficulté pour les familles d'accompagner une personne qui peut avoir des troubles importants dans le champ de la psychiatrie. Madame Gall, je me permets, si vous voulez bien prendre une petite minute pour conclure votre propos. Bien sûr. Je vais conclure. Je pense que je ne parle pas très vite aujourd'hui, du coup, bien sûr, voilà, on le comprend bien. Merci de cet effort, bien sûr. Donc voilà, donc on se pose aussi la question voilà, de ce que les usagers attendent d'une MDU et peut-être demain d'ouvrir le champ de la MDU sur le numérique pour des nouveaux usages et plus proche peut-être d'une population plus jeune qui ne fait plus la démarche d'aller physiquement dans un lieu. Donc on a différents leviers, on a encore cet engagement associatif qui est assez admirable parce que malgré les difficultés, les gens sont toujours là. Et puis on a toujours des propositions qui sont multiples et donc il y a une vraie richesse. Je terminerai juste là-dessus parce que je pense que c'est à saluer et je remercie l'ensemble de ces associations, de ces bénévoles qui tiennent bon pour remplir la mission qui est la leur au sein de la Maison des usagers. Merci beaucoup, Madame Gall, pour cette illustration très claire, très riche des modalités d'information, où il a été question aussi d'acculturation pour les professionnels. Et puis cette cabane, les instances de démocratie en santé bretonne et la CRSA, elle la connaît puisqu'elle l'a visitée, je le rappelle, lors d'une séance plénière que nous avons tenue dans vos locaux. Donc merci pour tout ça et cet engagement qui est incarné de toute évidence. Nous allons tout de suite enchaîner sur la seconde présentation d'illustration qui est proposée ce matin. Je vais donner la parole à Madame Virginie Contal, qui est ergothérapeute, et à Madame Fabienne Leromancer et Nelly Puteau, qui sont d'anciennes aidantes, et qui vont venir illustrer le second degré de notre échelle d'engagement, la consultation, avec le projet Soutien aux aidants de CarePap, et qui, là encore, j'ai envie de le souligner, est un projet qui nous a été porté à notre connaissance à l'ARS l'année dernière dans le cadre du label régional Engagement des usagers, et qui a été primé dans ce cadre. Donc voilà, la parole est à vous, mesdames. On va tout de suite déjà vérifier si vous nous entendez bien, je l'espère, mais surtout si on vous entend bien aussi. C'est bon, on vous entend bien. J'espère que vous entendez bien aussi. La réciproque est vraie, donc je vous en prie, oui, mesdames, pour 7 à 8 minutes, merci d'avance avant notre prochaine pause. Très bien, je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Du coup, la présentation du projet, donc je pense que voilà, je vais vous laisser lire les chiffres. Le sujet des aidants, c'est un sujet de politique qui est beaucoup repris actuellement, puisqu'effectivement, c'est un enjeu majeur pour la société de pouvoir prendre soin des proches aidants. Là aussi, on peut avoir différents termes. Donc, en fait, dans le cadre de l'appel à projet HIT, Handicap Innovation Territoire, en partenariat avec l'Agglo de Lorient, effectivement, j'ai été avec ma collègue ergothérapeute autre aussi, missionnée pour travailler sur un projet qui était soutenir les aidants, donc sur le territoire. Donc, l'idée, c'est de créer un environnement favorable à la reconnaissance du rôle d'aidant, évidemment, pouvoir les accompagner pour avoir des aidants en bonne santé. Et puis optimiser l'intervention des professionnels aussi, puisque effectivement, ils sont souvent en difficulté, soit du manque d'informations, soit du manque de ressources, soit un petit peu démunis face à l'épuisement des aidants. Et du coup, le projet pour lequel effectivement on a été primé, c'était de pouvoir développer la connaissance et l'utilisation du DLUDOM, document de liaison urgence domicile, qui est un document créé par l'HAS et en fait qui tient à cœur de Fabienne et Nelly qui sont avec moi, qui sont des anciennes aidantes, de par leur expérience personnelle. Et donc voilà, leur objectif, c'est de pouvoir en faire bénéficier, en faire prendre connaissance aux autres aidants pour peut-être faciliter leur situation là où ça a été peut-être plus compliqué. Donc, de le développer. On peut passer du coup sur la dia suivante, s'il vous plaît. Donc, je passe sur les personnes impliquées. Effectivement, on est plusieurs du HIT. En fait, vous parliez de collaboration. Finalement, on se rend compte par le calendrier que le projet, il a évolué dans justement cette notion d'information, de partenariat. Ça a démarré par
effectivement une rencontre au décours d'un colloque au CHBS où nous, on présentait notre projet, elle présentait le DA Ludum déjà pour le faire connaître. On a pu échanger ensemble sur l'intérêt, effectivement, de le faire connaître aux aidants. Donc, on leur a juste fait la proposition de tenir des permanences au sein de l'établissement. Et là, ça a été un échec. Hein, il n'y a pas eu de venue, problème de communication, etc. On s'est re-rencontrés. C'est vraiment au fil des échanges que ça s'est construit. Et finalement, on s'est dit pourquoi pas intégrer cette information du DLUDOM au décours de donc ce qu'on appelle les ateliers Comprendre pour agir. Donc en fait, on est en partenariat avec l'Association française des aidants, on est formés. C'est l'une de nos actions clés du soutien aux aidants sur le territoire. Donc en fait, ce sont des ateliers gratuits pour les aidants. Et finalement, on a fini par co-construire un module ensemble où elles partagent leur expérience, leur parcours de vie, elles présentent le DLUDOM et elles informent. Et donc voilà, c'est une co-animation sur l'un des modules de cet atelier-là qui a fini par se créer. Donc, c'est des sessions qu'on donne 3 à 4 fois par an sur le territoire. Et donc, il y a toujours un temps où elles sont présentes avec nous. Voilà. On peut passer. Effectivement, donc sur ça, c'est un point clé, enfin ciblé du projet, mais l'usager a été impliqué ou les représentants ont été impliqués de différentes façons dans le projet global du soutenir les aidants, puisqu'il y a eu aussi la mise en place du café des aidants, animé par des professionnels. On a aussi une proposition d'hébergement sur Carpap avec le village des familles et des aidants. On a mis à disposition un lieu de rencontre en fait suite à justement à des ateliers. Les aidants avaient pour envie de continuer à se rencontrer et du coup en fait on leur a juste mis un lieu à dispo. Donc l'intégration des utilisatrices du DLUDOM, je viens d'en parler. Il y a eu aussi la mise en place d'une politique ressources humaines d'accompagnement des salariés aidants spécifiques sur l'établissement, avec des droits et des possibilités, par exemple, de pouvoir assister à ces ateliers sur la moitié de leur temps de travail. Ça a été aussi une collaboration avec d'autres structures. On a aussi fait l'expérience de co-animer tout l'atelier avec une aidante qui a été elle-même formée par l'AFA. Donc là, c'est vraiment une co-animation sur l'ensemble de l'atelier. On sollicite les aidants aussi pour leur expertise sur des projets de recherche. Donc, en fait, tout ce qui est, par exemple, dans nos liens avec l'UBS, on a des demandes de sondage, d'entretien. Et donc, on profite de nos contacts avec les aidants, puisqu'on a un mailing spécifique. Et du coup, on les sollicite là-dessus. Et d'ailleurs, ils sont grandement partants, en fait, pour participer à toutes ces démarches de recherche. Et puis, on a récemment mis un panneau d'affichage à destination des proches, donc des familles des patients hospitalisés sur Carpap. Et donc là, on vient de les solliciter pour mettre en valeur ce panneau, voir ce qui pourrait attirer les gens, peut-être confectionner le titre. Enfin, ça reste là, c'est un projet qui est en cours. Donc voilà, comment on a intégré les usagers, les représentants à différents niveaux. Les freins sur l'intégration, le travail en partenariat, c'est vrai qu'il y a la difficulté pour les aidants de trouver du temps sur le planning, puisqu'on sait que les aidants ont déjà un planning très chargé, et d'autant plus qu'il faut que ce soit compatible avec nos heures de travail à nous. Donc, c'est pas toujours hyper compatible. Donc ça peut être un frein. C'est vrai que on s'adapte avec Nelly et Fabienne. On essaye on module. Si ce n'est pas sur la partie, le module 4, ça sera sur le module 3. Je m'adapte aussi. Et puis, on revoit justement le déroulé de la formation pour que ça puisse bien se faire. Il y a le statut du bénévolat pour les aidants qui participent. C'est vrai que tout à l'heure, M. Saout précisait qu'il y avait des contrats qui étaient faits. C'est quelque chose sur lequel nous, on s'était renseignés. Sauf que, en fait, le gros frein derrière, c'est quand même le point financier pour les établissements. C'est déjà pas simple aujourd'hui. Et en fait, nos ateliers Comprendre pour agir, en fait, avec le partenariat, d'ailleurs, c'est la CNRSA, qui
qui soutient l'AFA sur ce projet, et ben, en fait, la participation financière qu'on a ne couvre pas tous les frais, en fait. Donc, voilà, ce statut de bénévolat, il est quand même pas simple. Heureusement, par contre, qui sont là et qui ont justement cette volonté, cette motivation de vouloir participer et d'aider leur père. En fait, je crois qu'il y a une vraie volonté de vouloir faire part de leur expérience, que ça profite aux autres. Et voilà, l'aide et l'entraide, je crois que c'est un point clé et très présent en plus chez les aidants. Et puis, on voit l'impact positif que ça a justement sur les pères, en fait. Ils sont toujours très preneurs, justement, d'expérience, même s'ils n'en font pas une généralité, mais ça peut rassurer, elle a plus de poids, cette parole, finalement, que celle d'un professionnel, parfois, et même souvent. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on pouvait changer quelque chose, c'est vrai que c'est la reconnaissance de l'intégration des proches dans le parcours des soins. Parce qu'aujourd'hui, le système de santé, il a pour paradigme patient centré. Et en fait, ce patient, il a un entourage, il a des proches. Et donc, c'est vrai que de pouvoir complètement intégrer ses proches dans les parcours et faire un vrai partenariat, pour le coup, ça serait vraiment important. Mais pour ça, aujourd'hui, on n'a pas de moyen de valoriser, en fait, justement, l'accompagnement de ces proches-là. Voilà. Et juste pour finir, s'il y en a que ça intéresse, ce projet Soutenir pour les aidants, on fait, je crois qu'il y a des membres qui sont invités, qui sont présents. On fait une réunion du bilan parce que le projet HIT se termine, enfin en tout cas cette action-là se termine là, fin d'année. Et donc, il y a une visio jeudi à 14h où voilà, on fait un bilan de toutes nos actions sur le Soutenir les aidants. Donc, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à laisser vos adresses mail pour qu'on vous envoie le lien si jamais vous ne l'avez pas. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames, pour ce travail, la clarté du propos, qui illustre là bien encore le second niveau qui a été décrit précédemment par M. Saout. Avant de faire notre temps de pause, comme je vous l'ai indiqué précédemment ce matin, on a prévu une petite session de questions-réponses. Alors, je le rappelle, vous ne pouvez pas prendre la parole, chers participants. Par contre, on vous invite, si vous souhaitez, à nous faire part de vos questions dans le chat, s'il y en a. Et on va essayer à la volée, comme ça, de favoriser, d'aiguiller les éléments de questionnement vers nos deux intervenants précédents, Madame Gall au titre de l'EPSM et les intervenantes au titre du CRF de Kerpap, du projet HIT. Oui, peut-être une première question pour Madame Gall. Si vous rencontrez une structure qui aurait envie de se lancer dans une maison des usagers, vous leur diriez quoi? Une structure qui n'aurait pas de maison des usagers, je pense que je les inviterai à bien réfléchir à la localisation de cette maison des usagers en fonction de leur bâti, leur structuration. Et peut-être à d'emblée penser à un temps dédié, un temps professionnel dédié de type animateur pour faire vivre au quotidien ce lieu, assurer qu'il y ait une ouverture minimale tous les jours de semaine, par exemple. Je pense que c'est un moyen d'éviter de tomber dans les écueils que j'ai pu vous lister, qu'on a rencontrés, nous. D'accord, merci. Ensuite, on a deux questions pour Kerpap. Donc, il y a Madame Killan qui demande si vous vous rapprochez de la commission des financeurs. La commission des financeurs, il me semble qu'on s'en rapproche justement dans les cadres des appels à projets, quoi. Donc, les appels à projets auxquels aujourd'hui on répond en masse pour essayer de pérenniser ce projet, pour trouver des financements. De façon spécifique, peut-être qu'elle a une idée, je prends. N'hésitez pas, Madame Killan, à compléter dans le chat. Et précision, c'est sans doute la conférence des financeurs dont il est question ici, qui est sous la responsabilité des conseils départementaux. Il y a une autre question, vas-y, je t'en prie. On a une autre question de Gaëlle Lepavic qui demande si les patients sont également impliqués dans le DLU d'hommes. À savoir, est-ce qu'ils partagent leur expérience? Fabienne et Nelly. Alors, oui, évidemment. Alors, autant que possible, parce qu'il s'agit bien d'un outil de communication et d'information, donc le dossier de liaison d'urgence domicile.
qui peut être, quand on accompagne les personnes qui assistent aux ateliers Comprendre pour agir sur ce module-là du DLUDOM, avec ma sœur, on explique bien comment est-ce que nous, on l'a découvert dans notre cas précis, dans notre vie personnelle. Et ce document de liaison et d'information qui a pour but de centraliser vraiment les informations essentielles pour que l'accueil aux urgences soit facilité, pour que des rendez-vous médicaux soient mieux vécus, à commencer par la personne, par ses aidants et son environnement et les médecins qui l'accueillent. Oui, dans ce cadre-là, le document de liaison d'urgence peut être pré-rempli avec la personne en situation de handicap, pré-rempli avec elle et avec aussi ses aidants, mais pré-rempli, mais il sera validé par un médecin. Voilà, donc c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, ensemble, et chacun a sa place. Mais évidemment, la place centrale est celle de la personne. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces questions et réponses très, très précises, très éclairantes.